Je m'assume financièrement depuis l'âge de 15 ans, je n'ai jamais demandé un centime à mes parents, j'ai cumulé 2 jobs, j'ai fait une croix sur les vacances, et j'ai finalement acheté ma première maison à 26 ans. Lors du dîner de Noël, mon père m'a pointé du doigt en hurlant « Tu as volé l'avenir de ta sœur ». 3 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation en justice. Mes parents me poursuivaient en justice pour avoir ruiné les chances de Chloé. Ce qui s'est passé ensuite est absolument hilarant. À 26 ans, j'étais assis dans mon nouveau salon quand l'huissier a frappé à ma porte. La maison sentait encore la peinture fraîche et les projets d'avenir, et je venais de passer le week-end à monter les meubles que j'avais mis 3 ans à économiser pour m'offrir. L'enveloppe qu'il m'a tendue était anormalement lourde, et en l'ouvrant, j'ai compris pourquoi. Mes parents me réclamaient 200 000 € pour préjudice moral et perte d'opportunité d'avenir pour ma sœur. Le dîner de Noël remontait à 3 semaines, et je pouvais encore entendre la voix de mon père résonner dans ma tête. Nous étions assis autour de leur table de salle à manger, celle que je n'avais jamais eu le droit de choisir parce qu'à l'époque où ils l'ont achetée, je vivais déjà seul. Ma sœur se plaignait de sa recherche d'appartement, de l'impossibilité de trouver quelque chose de décent sur le marché immobilier actuel, de l'injustice de la vie. Ma mère émettait des petits bruits compatissants tout en lui servant une 3e part de bûche. Puis mon père m'a interrogé sur mon nouveau logement, et j'ai fait l'erreur d'être honnête. Je leur ai parlé de ma maison de 3 pièces avec un petit jardin, du prêt immobilier raisonnable que j'avais décroché grâce à un programme d'aide aux primo-accédants, et de la fierté que je ressentais d'avoir accompli tout cela par mes propres moyens. Le silence qui a suivi aurait dû m'alerter. Le visage de mon père était devenu écarlate, cette veine sur son front pulsant comme à l'époque où je rentrais après leurs limites quand j'étais ado. Sauf que je ne vivais plus sous son toit depuis mes 17 ans. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé, m'a pointé du doigt en hurlant que j'avais volé l'avenir de ma sœur. Les mots sont sortis dans un jet de salive et de rage. Il a dit que j'avais été égoïste toute ma vie, que j'avais abandonné la famille pour poursuivre mes ambitions cupides, et que j'avais délibérément pris de l'avance pour que ma sœur paraisse médiocre en comparaison. Ma mère s'est mise à pleurer, s'épongeant les yeux avec une serviette tout en approuvant chaque accusation. Chloé était restée assise là, avec cet étrange sourire aux lèvres, sans dire un mot, me regardant comme si j'étais un spectacle qu'elle attendait depuis longtemps. Je suis parti sans finir mon repas, et je ne leur avais plus reparlé depuis, jusqu'à cette plainte. Ce que personne ne semblait comprendre, c'est que je subvenais à mes besoins depuis mes 15 ans. Cela a commencé par un petit boulot de week-end dans un supermarché, à mettre les courses en sac et ramener les chariots sur le parking. Il me fallait de l'argent pour le strict nécessaire, des vêtements à ma taille, des fournitures scolaires, de l'essence pour la vieille voiture d'occasion que j'avais achetée avec mes propres économies. Mes parents avaient très tôt fait comprendre que ma sœur avait plus besoin de leur aide financière que moi. Elle était plus jeune, plus fragile, avec plus d'obstacles à surmonter. Ils n'ont jamais précisé lesquels, mais l'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. À 16 ans, j'avais ajouté un second job à la plonge dans un restaurant, 3 soirs par semaine. J'enchaînais les cours avec le travail, rentrant après minuit la plupart du temps. Mes notes en ont un peu pâti, mais je les ai gardées suffisamment correctes. L'université n'a jamais vraiment été évoquée comme une option pour moi. Mes parents avaient ouvert une assurance vie pour les études de ma sœur dès sa naissance, un sujet qu'ils mentionnaient souvent avec fierté. Quand j'ai demandé ce qu'il en était pour moi, mon père a ri et m'a dit que j'étais assez débrouillard pour me gérer tout seul. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi un cursus en IUT à temps partiel tout en travaillant à plein temps, prenant des cours du soir et à distance quand je pouvais. Il m'a fallu 6 ans pour obtenir mon diplôme, et à ce moment-là, j'avais déjà décroché un emploi mieux payé dans le support informatique. Rien de brillant, mais un poste stable, avec des avantages et des perspectives. J'ai vécu dans les studios les moins chers, conduit la même vieille voiture pendant près de 10 ans, mangé des pâtes et du riz plus de fois que je ne pourrais le compter. J'ai fait une croix sur les vacances, sur les soirées entre amis, sur tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Chloé, pendant ce temps, a fait une école de commerce privée aux frais de mes parents. Elle a changé 4 fois de spécialisation, a mis 6 ans à obtenir un diplôme qu'elle n'a jamais utilisé, et est revenue vivre chez eux après. Elle a 24 ans maintenant, vit toujours dans sa chambre d'enfant, travaille à mi-temps dans une boutique de vêtements, et se plaint de la dureté de la vie d'adulte. Mes parents paient son assurance auto, son forfait mobile, ses factures de carte de crédit. Ils lui ont acheté une voiture neuve il y a 2 ans quand la sienne a lâché. Ils ont financé un voyage en Europe l'été dernier pour qu'elle puisse se trouver.
Moi, je m'étais très bien trouvé dans les rayons de ce supermarché à 15 ans, mais personne ne semblait se soucier de mon voyage initiatique. La plainte déposée affirmait que ma réussite avait causé à ma sœur une grave détresse émotionnelle. Elle argumentait que mon refus d'accepter l'aide familiale, mon insistance à être indépendant et mon acquisition immobilière avaient créé une comparaison injuste qui avait endommagé son estime de soi et ses perspectives d'avenir. Il était stipulé que j'avais la responsabilité de prendre en compte l'impact de mes actions sur le noyau familial, et qu'en dépassant délibérément ma sœur dans les étapes de la vie, j'avais saboté ses chances de réussite similaires. Je suis resté assis sur mon canapé d'occasion, lisant les documents juridiques, et j'ai commencé à rire. Pas un petit ricanement, mais un rire profond, incontrôlable, qui me faisait mal aux côtes. L'absurdité de la situation m'a frappé comme une vague. Ils me poursuivaient en justice parce que j'avais travaillé dur, parce que je n'avais pas accepté leur argent, parce que j'avais acheté une maison avec des fonds gagnés par 10 ans de sacrifice. J'ai appelé une avocate dès le lendemain matin. Une femme vive, la quarantaine, qui a écouté mon histoire avec une incrédulité grandissante. Elle m'a dit que la plainte était infondée, qu'elle serait probablement rejetée, mais que je devais la prendre au sérieux car les affaires familiales pouvaient être imprévisibles. Elle m'a demandé si j'avais des preuves de mon indépendance financière, et je suis arrivé à notre rendez-vous suivant avec un dossier de 10 cm d'épaisseur. Relevé bancaire montrant que je n'avais jamais reçu de virement de mes parents, fiche de paie remontant à mon premier job au supermarché, reçu, justificatif, preuve de chaque euro gagné et dépensé par moi-même. Elle a souri devant ma rigueur et m'a dit que tout irait bien. L'audience préliminaire était fixée à 2 mois plus tard, et durant ce laps de temps, la situation a dégénéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Mes parents ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues sur les « enfants ingrats » et la « trahison familiale ». Le reste de la famille a commencé à prendre parti, la plupart se rangeant du côté de mes parents, car c'est là que se tenaient les déjeuners de famille et les invitations pour les fêtes. J'ai reçu des messages de cousins que je connaissais à peine, me disant que je devais avoir honte, que je n'avais qu'à donner l'argent à ma sœur pour arranger les choses. Personne ne m'a demandé ma version des faits. Personne ne semblait se soucier du fait que j'avais bâti ma vie de zéro alors que ma sœur avait tout reçu sur un plateau et l'avait gaspillé. Chloé a publié un long texte sur les réseaux sociaux sur la rivalité fraternelle et comment certaines personnes réussissent en écrasant les autres. Elle ne m'a jamais nommé, mais tout le monde savait de qui elle parlait. La section des commentaires s'est remplie de messages de soutien, les gens disant qu'elle était courageuse de parler, qu'elle méritait mieux. Je n'ai pas répondu. J'avais appris depuis longtemps qu'on ne peut pas raisonner des gens qui ont déjà décidé que vous êtes le méchant. Le travail est devenu mon refuge. Mon patron, qui m'avait recruté 5 ans plus tôt alors que je terminais encore mes études, m'avait vu passer de technicien helpdesk à administrateur système. Il avait vu mes soirées tardives, les certifications supplémentaires que j'avais passées sur mon temps libre, les problèmes que j'avais résolus sans qu'on me le demande. Quand il a remarqué que j'étais stressé, il m'a convoqué dans son bureau pour demander si tout allait bien. Je lui ai raconté la version courte, et il a secoué la tête d'incrédulité. Il m'a dit que quiconque poursuit son propre enfant en justice pour sa réussite est dément, et que si j'avais besoin de documents professionnels pour ma défense, il me les fournirait personnellement. Il m'a aussi dit qu'une promotion arrivait, celle que j'avais méritée par mes compétences, et que la toxicité de ma famille ne devait pas occulter cette réussite. La promotion est tombée 2 semaines avant l'audience. Une augmentation significative, un meilleur intitulé de poste, plus de responsabilités. J'ai fêté ça seul dans ma maison, commandant une pizza et regardant des films jusqu'à m'endormir sur mon canapé. C'était à la fois le meilleur et le plus solitaire des moments de ma vie. Mon avocate m'avait préparé minutieusement pour l'audience. Elle m'avait dit de rester calme, de répondre directement aux questions, de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus, quoi que disent mes parents ou leur avocat. Elle m'avait prévenu qu'ils essaieraient de me faire passer pour quelqu'un de froid, ayant rejeté les liens familiaux pour l'argent, et ingrat pour l'enfance qu'ils avaient fournie. L'audience elle-même était surréaliste. Nous étions assis dans une petite salle de tribunal, mes parents d'un côté avec leur avocat, moi et mon avocate de l'autre. Le juge était un homme âgé aux cheveux gris, avec une expression suggérant qu'il avait tout vu. L'avocat de mes parents a commencé, présentant leur dossier avec un jeu d'acteur dramatique. Il a parlé des liens sacrés de la famille, de l'obligation des enfants envers leurs frères et sœurs, et de la façon dont mon choix délibéré de refuser l'aide avait créé une dynamique toxique. Il a appelé mon père à la barre, et j'ai vu mon père se transformer en parent en deuil.
Il a raconté à quel point il avait essayé de m'aider, à quel point j'avais toujours été têtu et difficile, à quel point il avait proposé maintes fois de financer mes études, une voiture ou un appartement, et que je lui avais renvoyé au visage. Il a dit que ma mère et lui avaient perdu le sommeil à s'inquiéter pour moi, qu'il voulait seulement le meilleur pour leurs 2 enfants, et que ma réussite s'était faite au prix de la santé mentale de ma sœur. C'était une performance magistrale, et si je n'avais pas vécu la réalité, j'y aurais presque cru moi-même. Ma mère a témoigné ensuite, pleurant pendant presque toute sa déposition. Elle a dit qu'elle avait toujours aimé ses 2 enfants également, et que voir ma sœur souffrir à cause de mes choix lui brisait le cœur. Elle a prétendu qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour moi aussi, que c'était là depuis toujours, attendant que je l'accepte, et que mon orgueil avait détruit notre famille. C'était une nouvelle pour moi. En 26 ans, personne n'avait jamais mentionné d'argent mis de côté à mon nom. Ma sœur n'a pas témoigné, mais elle est restée dans la salle, l'air approprié et dévasté, mouchoir en main, jouant son rôle à la perfection. Puis vint notre tour. Mon avocate a présenté les documents méthodiquement, guidant le juge à travers des années de relevés financiers. Elle a montré mon historique professionnel, mes avis d'imposition, ma complète indépendance financière depuis l'adolescence. Elle a présenté des lettres de recommandation d'anciens employeurs, de mes professeurs, de personnes ayant vu à quel point je m'épuisais au travail pendant que mes pères profitaient de leur jeunesse. Puis elle m'a appelé à la barre. J'étais nerveux, peur de dire quelque chose de travers ou de laisser ma colère transparaître. Mais une fois que j'ai commencé à parler, c'était presque libérateur. J'ai retracé mon parcours calmement, expliquant pourquoi j'avais commencé à travailler à 15 ans parce qu'il me fallait des choses que mes parents ne me fournissaient pas. J'ai expliqué les 2 jobs, les cours du soir, les années d'économie et de sacrifice. J'ai expliqué que je n'avais jamais refusé d'aide car on ne m'en avait jamais vraiment proposé, et que le récit de mes parents était un fantasme construit pour justifier leur traitement inégalitaire. Mon avocate a posé une question sur l'argent que ma mère prétendait avoir mis de côté pour moi. J'ai dit la vérité, je n'en avais jamais entendu parler avant cet instant, et que si cela existait, personne n'en avait parlé en un quart de siècle. Elle a posé des questions sur ma relation avec ma sœur, et j'ai expliqué que nous n'avions jamais été proches, qu'elle avait été la préférée dès la naissance, et que j'avais accepté cette réalité pour avancer dans ma vie. L'avocat adverse m'a contre-interrogé, essayant de me faire passer pour quelqu'un de froid et calculateur. Il a demandé pourquoi je n'avais jamais demandé d'aide, insinuant que mon indépendance était une sorte de rébellion par dépit. J'ai répondu honnêtement que j'avais compris très tôt ma place dans la hiérarchie familiale, et que j'avais décidé de compter sur moi-même plutôt que de mendier des miettes d'attention et de soutien. Il a demandé si je me sentais supérieur à ma sœur. J'ai dit non, que je n'éprouvais rien pour elle, que nous menions des vies séparées, que je lui souhaitais le meilleur, mais que je n'avais aucune obligation d'éteindre ma propre lumière pour qu'elle se sente mieux dans ses choix. Le juge avait écouté tout cela avec un scepticisme croissant. Lorsque les témoignages ont pris fin, il a demandé à voir les avocats dans son bureau. Ils sont revenus 20 minutes plus tard, et l'avocat adverse avait l'air défait. Le juge a rendu son jugement immédiatement, chose rare mais pas inédite. Il a qualifié la plainte d'infondée et proche de la malveillance. Il a déclaré clairement que les enfants n'ont aucune obligation légale ou morale de limiter leur réussite pour le bénéfice de leurs frères et sœurs, que mon indépendance financière était louable et non condamnable. Et que le traitement inégalitaire de mes parents envers leurs enfants était évident dans le dossier. Puis, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a condamné mes parents à payer mes frais d'avocat et les dépenses du tribunal. Il leur a fait la leçon sur le fait de gaspiller le temps de la justice avec des réclamations sans fondement et leur a suggéré de concentrer leur énergie à enseigner l'indépendance à leur fille plutôt que de punir leur fils pour l'avoir atteinte. Il a rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas relancer la procédure. Mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait. Ma mère s'est remise à pleurer, mais cette fois, cela semblait authentique plutôt que théâtral. Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle, son visage rouge et sa mâchoire contractée comme s'il voulait dire quelque chose sans trouver les mots. Je suis sorti de ce tribunal me sentant plus léger que depuis des mois. Mon avocate m'a félicité, m'a dit qu'elle enverrait la facture à l'avocat de mes parents sur ordre du juge, et m'a souhaité bonne chance avec ma situation familiale. Mais je n'en avais pas fini. La décision du juge m'avait donné une idée qui a germé dans mon esprit les jours suivants jusqu'à devenir un plan complet. Ils avaient essayé de me punir financièrement pour ma réussite. Ils m'avaient publiquement humilié, retourné la famille contre moi, et dépeint comme le méchant d'une histoire qu'ils avaient inventée.
J'avais gagné au tribunal, mais je voulais autre chose. Pas exactement une vengeance, mais de la justice, de la responsabilité. J'ai commencé à tout documenter. J'ai créé une chronologie détaillée de ma vie, avec photos, fiches de paie, reçus et documents officiels. J'ai montré le badge du supermarché de mon premier job, ma lettre d'admission à l'IUT, les documents de prêt pour ma première voiture, les baux de chaque appartement que j'avais loué, les certificats de chaque formation professionnelle terminée. La preuve de chaque étape atteinte entièrement par moi-même. Ensuite, j'ai documenté le parcours de ma sœur à côté du mien. Sa lettre d'admission à l'école de commerce que mes parents avaient encadrée dans leur couloir, les posts sur les réseaux sociaux concernant les vacances en famille où je n'avais jamais été invité, les photos de sa voiture neuve avec mes parents posant fièrement à ses côtés. Des captures d'écran des posts de ma mère vantant la remise de diplôme de ma sœur, son voyage en Europe, toutes ses réussites financées par l'argent familial. J'ai mis tout cela sur un site web, simple et clair, juste des faits et des preuves avec un commentaire minimal. Je l'ai intitulé « La vérité sur l'indépendance » et j'y ai inclus les documents judiciaires montrant le rejet de la plainte et la décision du juge. Ensuite, je l'ai partagé. Pas publiquement, pas tout de suite. Je l'ai envoyé en privé à chaque membre de la famille qui m'avait envoyé des messages haineux, à chaque cousin qui m'avait dit d'avoir honte, aux tantes et oncles qui s'étaient rangés du côté de mes parents sans entendre ma version. Je l'ai envoyé avec un message simple, puisque vous vous êtes tous sentis autorisés à me juger sur la base des mensonges de mes parents, j'ai pensé que vous méritiez de voir la vérité. Aucune réponse n'est nécessaire. Les réactions sont arrivées vite. Certains se sont excusés immédiatement, gênés d'avoir cru à cette version sans poser de questions. D'autres se sont obstinés, insistant sur le fait que la loyauté familiale importait plus que les faits. Quelques-uns ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné que mes parents nous traitaient différemment, mais n'avaient pas voulu créer de problème en prenant la parole. La sœur de ma mère m'a appelé. Nous n'avions jamais été très proches, mais elle avait toujours été gentille de loin. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce que j'avais traversé, qu'elle avait toujours supposé que j'étais juste le genre indépendant qui préférait faire les choses seul. Elle a dit qu'elle avait honte de ne pas avoir regardé de plus près, de ne pas s'être demandé pourquoi un jeune de 15 ans avait besoin de 2 jobs, pourquoi je n'étais jamais inclus dans les voyages ou célébrations familiales. Elle a demandé si elle pouvait partager le site plus largement, et je lui ai dit de faire ce qu'elle pensait juste. En quelques jours, cela s'est propagé dans la famille élargie et dans le cercle social de mes parents. Les commentaires sur les posts vagues de ma mère ont soudainement changé de ton. Les gens ont commencé à poser des questions directes. Pourquoi un enfant avait-il besoin de travailler à 15 ans alors que l'autre recevait tout? Pourquoi poursuivre son enfant en justice pour sa réussite? Quel genre de parent fait ça? Mes parents ont essayé de contrôler le récit, publiant de longues explications sur la façon dont ils avaient toujours proposé de l'aide que j'avais refusée, comment ils avaient essayé de me donner de l'argent que j'avais rejeté par fierté. Mais ça sonnait faux face aux preuves que j'avais fournies. On ne peut pas prétendre avoir offert quelque chose quand il n'y a aucune trace, aucun SMS, aucun email, aucun relevé bancaire montrant des tentatives de transfert. Le texte de ma sœur sur la rivalité fraternelle a aussi attiré l'attention. Les gens ont commencé à commenter avec des questions piquantes sur ce qu'elle avait surmonté, quels défis elle avait rencontrés justifiant 6 ans d'école de commerce privée plus une aide financière continue jusqu'à ses 25 ans. Les commentaires compatissants se sont taris, remplacés par la critique et la moquerie. Elle a supprimé son post en moins d'une semaine. Ma mère a arrêté de publier sur les réseaux sociaux. Le compte de mon père est passé en privé. La vraie satisfaction est arrivée un mois après l'audience. J'étais aux obsèques d'une connaissance de la famille, un de ces événements où la présence est obligatoire bien qu'on ne soit pas proche du défunt. Mes parents étaient là aussi. Nous ne nous étions pas parlé depuis le tribunal, et je prévoyais de maintenir cette distance. Mais pendant la réception, j'ai surpris ma mère parlant à un groupe de ses amis. Elle se plaignait de moi, naturellement, leur racontant à quel point j'avais été cruel d'étaler les affaires familiales publiquement, comment je les avais humiliés sans raison. Une de ses amies, que je connaissais depuis l'enfance, l'a coupé en plein milieu de sa phrase. Elle a dit à ma mère qu'elle avait tout lu sur le site, qu'elle l'avait trouvé via une amie commune, et qu'elle était dégoûtée par ce qu'elle avait appris. Elle a dit que voir un enfant travailler 2 jobs à 15 ans pendant qu'on finançait le moindre caprice de l'autre n'était pas de l'éducation, c'était du favoritisme. Elle a dit que poursuivre ce même enfant pour avoir acheté une maison était au-delà du dégoûtant. C'était délirant. Puis elle est partie,
et les autres femmes ont trouvé des excuses pour s'éclipser, laissant ma mère seule, l'air totalement perdu. Mon père m'a coincé près du buffet plus tard dans la journée. Il a commencé à dire quelque chose sur la famille et le pardon, mais je l'ai arrêté avant qu'il ne puisse continuer. Je lui ai dit très simplement qu'il avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et que nous vivions tous les deux avec les conséquences. J'ai dit que je ne le haïssais pas, lui ou ma mère ou ma sœur, mais que je n'avais pas besoin d'eux dans ma vie. J'avais bâti quelque chose de bien sans leur aide, et je ne les laisserais pas tout détruire pour se sentir mieux vis-à-vis de leurs échecs en tant que parents. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père totalement sans voix. Je suis parti et je n'ai plus parlé à aucun d'entre eux depuis. 3 mois plus tard, j'ai appris par ma tante que ma sœur avait enfin déménagé de chez mes parents. Apparemment, la pression publique l'avait motivée à au moins paraître indépendante, bien que ma tante soupçonne que mes parents paient toujours la plupart de ses factures. Elle a quand même trouvé un emploi à plein temps, ce qui est déjà ça. Ma tante a aussi mentionné qu'on avait demandé à mes parents de quitter le conseil d'administration d'une association caritative où ils siégeaient depuis des années. Apparemment, les autres membres estimaient que des gens qui poursuivent leur propre enfant en justice pour sa réussite ne représentaient pas les valeurs que l'organisation voulait projeter. Ma mère était effondrée, a dit ma tante, mais je n'ai rien ressenti en entendant cela. Ils ont fait des choix, et les choix ont des conséquences. Je suis dans ma maison maintenant, celle que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, écrivant tout cela parce que parfois il faut raconter son histoire pour l'assimiler pleinement. Le prélèvement de mon prêt immobilier passe chaque mois, preuve que je construis mon patrimoine et mon avenir selon mes propres termes. J'ai eu une autre promotion au travail le mois dernier et je suis pressenti pour un poste de manager qui m'aurait semblé impossible il y a 5 ans. Ma vie est belle, et elle est belle parce que je l'ai rendue ainsi, sans aide, sans cadeau, sans personne sur qui se reposer quand les choses devenaient dures. J'ai appris à compter sur moi-même à 15 ans, et cette leçon m'a mieux servi que n'importe quel fonds d'études ou piston familial. La plainte visait à me punir, à me remettre à ma place, à me forcer à revenir dans la dynamique familiale où j'étais censé accepter moins pour que ma sœur puisse avoir plus. Au lieu de cela, elle m'a totalement libéré. Elle m'a montré exactement qui étaient mes parents, ce que ma sœur pensait de moi, et où j'en étais avec le reste de la famille qui juge sans preuve. Et la partie vraiment hilarante, celle qui me fait sourire à chaque fois que j'y pense, c'est qu'ils ont payé pour ce privilège. Mes frais d'avocat, les frais de justice, tout cela est sorti de leur poche sur ordre du juge. Ils voulaient me punir financièrement et ont fini par se punir eux-mêmes. Ils voulaient m'humilier publiquement et ont fini par exposer leur propre dysfonctionnement à tous ceux qui comptaient pour eux. Je n'ai pas volé l'avenir de ma sœur. J'ai construit le mien, et si cela fait de moi le méchant dans leur histoire, je peux vivre avec. Je préfère être le méchant de leur fiction qu'un personnage secondaire de leur dysfonctionnement. La maison est calme ce soir, juste moi, mes pensées et la satisfaction de savoir que j'ai gagné, non seulement au tribunal, mais dans la vie. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, et personne ne peut me l'enlever, peu importe leurs efforts. C'est ça la vraie victoire, pas la décision du juge, pas la réhabilitation publique, mais le simple fait que j'ai réussi selon mes propres termes, par mes propres efforts, en bâtissant une vie qui est entièrement la mienne. Ils ne peuvent pas poursuivre cela en justice. Ils ne peuvent pas le diminuer, s'en attribuer le mérite ou prétendre qu'ils ont aidé alors que ce n'est pas le cas. J'ai 26 ans. Je suis propriétaire. J'ai une carrière avec un vrai potentiel et j'ai fait tout cela sans eux. Et honnêtement, c'est absolument hilarant.